Nous allons pouvoir commencer. Je suis Oren Giorno, je suis le directeur du Talmud Torah de Judaïsme en Mouvement et je suis ravi de pouvoir vous accueillir ce matin pour ce moment qui me semble essentiel dans la vie de tout jeune juif ou jeune juive, qui est ce travail de mémoire que nous effectuons autour de la mémoire de la Shoah. Et nous sommes à une semaine de Yom HaShoah, donc la date choisie ce matin pour accueillir René n'est pas anodine. Pour redonner quelques éléments de contexte, notamment à nos plus jeunes qui sont là, nos enfants du Talmud Torah, donc je voudrais dire d'abord que je suis ravi de voir que les enfants du Talmud Torah sont mobilisés, mais aussi de voir que le public est grand et large et a répondu aussi à cette invitation pour écouter le témoignage de René Prisker ce matin. Quelques éléments de contexte sur Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est une cérémonie. Pourquoi nous organisons aussi cet échange ce matin, et ce devoir de mémoire est important pour nous au sein de Judaïsme en Mouvement, et particulièrement au sein de la synagogue de Beaugrenelle, ex-MJLF, parce que Yom HaShoah est une commémoration qui a été instaurée par l'État d'Israël pour se rappeler justement de tous ces personnes, tous ces juifs et juifs qui ont été exterminés pendant la guerre. Et ici même en France, c'est le rabbin Daniel Fari, notre rabbin fondateur, entouré de Serge Ebat Klarfeld et des fils et filles, l'association des fils et filles des déportés, qui justement ont instauré ce qu'on appelle la lecture des noms. Donc c'est la lecture des 76 000 noms des déportés juifs de France que l'on fait chaque année, que l'on dit chaque année, et depuis un petit moment maintenant au mémorial de la Shoah. Et ce travail de mémoire est essentiel pour nous parce que nous savons que les années avancent et que nous avons de moins en moins l'opportunité d'entendre des témoignages directs. Et ce travail de cette mémoire a une valeur essentielle au sein du judaïsme, et en particulier du peuple juif, parce que c'est cette mémoire qui nous permet de vivre pleinement notre judaïsme, de pouvoir transmettre de génération en génération tous les éléments les plus joyeux du peuple juif, mais aussi les crises et les drames que notre peuple a pu vivre. Et c'est parce que nous sommes conscients aussi de ces crises, de ces drames, que nous avons cette fierté aujourd'hui de nous tenir ici, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger et vivre pleinement notre judaïsme. Cette mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné dans l'ensemble des civilisations. C'est quelque chose qui définit particulièrement le peuple juif. Et je vais vous donner juste une toute petite anecdote. Quand j'organise le voyage des adolescents en Israël, nous allons visiter le mémorial, le musée de la Shoah qui est Yad Vashem à Jérusalem. Et nous avons la chance d'avoir un guide exceptionnel, qui est alors un petit monsieur de taille, mais un grand monsieur, qui s'appelle Shlomo Balsam. Et Shlomo nous raconte à chaque fois cette même histoire qui est importante pour moi, que je vais vous transmettre ce matin, c'est qu'il dit qu'il a fait une visite incroyable dans sa vie. Il a accueilli un groupe de personnes qui arrivaient du Rwanda et qui sont venus pour visiter Yad Vashem. Et Shlomo leur dit, mais pourquoi vous venez chez nous alors que vous avez vécu votre génocide? Et il leur dit, Monsieur Shlomo, nous on vient parce qu'on ne sait pas ce que c'est la mémoire. Vous, les Juifs, vous êtes fous de mémoire. Donc quand on vient ici à Yad Vashem, en fait, on apprend sur votre histoire et ça nous permet de nous rappeler notre histoire. Et je pense que ce message, il est tellement fort, moi il m'a marqué, parce que ça veut dire qu'on a une responsabilité incroyable. Alors ça va avec l'âge qui arrive pour nos jeunes qui se préparent pour la bar et bat mitzvah, pour rentrer dans l'âge des responsabilités. Mais cette responsabilité, elle apporte beaucoup de choses et elle donne aussi ce travail, ce devoir de nous rappeler et de transmettre aux générations suivantes. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc je voudrais juste remercier quelques personnes avant de donner la parole à René Prisker et à François Elbron. Je voudrais remercier avant tout Claude Hamon, qui est là-bas. Voilà, Claude, merci beaucoup. Parce que Claude connaît René depuis de nombreuses années. Claude qui fait partie des membres fondateurs de cette communauté et qui en a été son trésorier. Claude m'a contacté il y a de ça 2 mois pour me dire « Oren, il faut absolument entendre l'histoire de René ». Et donc j'ai dit « Allez, on va le faire, c'est formidable ». Je voudrais remercier aussi Juliette Bancalter qui est ici, qui a assuré la coordination de cet événement. Remercier Bernard Largeau qui est en train de filmer, qu'on ne voit pas, mais il est derrière. Et je voudrais remercier également
toute l'équipe du Talmud Torah qui a permis cette organisation et à nos enseignants également. Voilà, c'est important et je voudrais remercier les enfants d'être là pour écouter ce témoignage. Un dernier merci qui est le plus important pour ces deux personnes qui sont sur la scène ce matin. Nous avons la chance pour pouvoir interroger et échanger avec René ce matin, de recevoir François Heilbronn. Donc François est membre de cette communauté depuis presque toujours, si ce n'est pas toujours. 25 ans. 25 ans. François qui est le président de la commission Yom HaShoah et qui est le vice-président du mémorial de la Shoah. Donc son pédigré nous a poussé très rapidement à nous dire il faut qu'on appelle François pour animer cette discussion. Donc nous avons vraiment l'honneur de l'accueillir ce matin. Donc merci beaucoup François d'être avec nous. Et le dernier merci, c'est le plus important parce que c'est cet honneur, ce privilège et cette chance incroyable de pouvoir écouter René Prisker ce matin qui va nous partager l'histoire de sa vie, qui est une histoire extraordinaire, une histoire dans une période sombre, mais une histoire de lumière, une histoire d'engagement de personnes qui étaient prêtes à tout pour sauver des enfants qui ne connaissaient pas à l'autre bout du monde. Donc je vous laisse maintenant échanger. Merci beaucoup et on se retrouve pour les questions tout à l'heure. Merci Oren, merci à Judaïsme en Mouvement et à la synagogue de Beaugrenelle d'organiser ce type d'événement. C'est très très important pour nous toutes et tous, mais aussi surtout pour toute cette jeune génération que René et moi découvrons avec plaisir. Le Talmud Torah du Judaïsme en Mouvement et de ce qui s'appelait le MJLF a toujours été un Talmud Torah formidable. Moi j'ai 5 enfants qui sont passés par le Talmud Torah, ça leur a fait beaucoup beaucoup de bien. Et c'est une aventure exceptionnelle. Et c'est une aventure exceptionnelle parce qu'au-delà de l'apprentissage du judaïsme et de la religion, vous avez la chance et l'intelligence, vraiment merci Oren et Julieta d'avoir organisé ça, et merci à Claude d'avoir eu cette idée, vous avez la chance de rencontrer des témoins de ce qu'on a appelé la Shoah. La Shoah, c'est l'extermination des Juifs d'Europe, et de rencontrer ces témoins, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un d'absolument formidable, qui est René Prisker, qui est un des rescapés de la Shoah, qui va vous raconter sa vie, qui est une vie de chance, d'aventure, de lucidité, de courage, et vous allez rencontrer des héros absolument exceptionnels. Tout d'abord votre mère, cher René, c'est une héroïne. Et puis le héros dont je vais parler un peu en introduction, avant de vous laisser la parole, parce que c'est vous qui avez nous raconter votre histoire, un Anglais qui s'appelle Nicolas Winton, qui a resté oublié pendant 50 ans, et qui, au bout de 50 ans, est apparu dans la lumière, on le racontera peut-être, et après a été honoré, et il est mort il n'y a pas si longtemps, à l'âge de 106 ans. Alors René est un jeune homme de 94, donc je souhaite à René, comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans, vous allez battre Nicolas. J'y tiens. Alors, qui est ce Nicolas Winton ? Nicolas Winton, en fait, ce n'est pas son vrai nom, il s'appelait Wertheim. Il était né le 19 mai 1909 en Angleterre. Il était le fils de juifs allemands qui avaient immigré en Angleterre. Ses parents s'appelaient Barbara Werthemer et son père Rudolf Wertheim. Ils avaient immigré en Angleterre, fuyant un peu l'Allemagne, qui déjà était assez antisémite à l'époque, on l'oublie un peu trop souvent. Et ils se sont installés en Angleterre, se sont développés et ont eu des enfants, dont Nicolas Wertheim. Et ils ont choisi de se convertir, comme ça se faisait souvent en Angleterre à l'époque, à la religion anglicane. Donc ils ont quitté le judaïsme pour devenir des anglicans. Les anglicans, c'est des protestants anglais. Ils ont donc donné cette éducation à leur fils, et ils continuent à s'appeler Wertheim. Donc, le problème, c'est qu'ils s'étaient convertis à la religion anglicane, mais en continuant à s'appeler Wertheim, ils étaient encore en butte à l'antisémitisme. Donc ils ont changé leur nom en Winton. Le Nicolas Winton a grandi, et quand il avait 29 ans, il était un jeune banquier, avec quand même une conscience morale et politique, vous allez voir, assez exceptionnelle. Et à la demande d'un ami, il s'est rendu en Tchécoslovaquie à la fin de l'année 1938. Et René va nous expliquer un peu la Tchécoslovaquie de l'époque, il vous a fait distribuer des cartes et il reviendra là-dessus. Mais en fait, la Tchécoslovaquie a été le premier grand pays indépendant, autonome, qui va être envahi par les Allemands.
Et ça va se passer à l'automne 1938. Donc l'Allemagne nazie de Hitler, dont vous avez entendu parler, va d'abord annexer l'Autriche au début de l'année 1938, mais en disant que l'Autriche fait partie de l'Allemagne puisqu'il parle allemand. Et puis sur la Tchécoslovaquie, une partie de la Tchécoslovaquie parlait allemand aussi. René y reviendra. Il va annexer, après la lâcheté, la lâche capitulation du gouvernement anglais et français aux accords de Munich, il va annexer cette partie de la Tchécoslovaquie, et puis après, il va envahir la Tchécoslovaquie. Et René, qui était né à Paris, va nous le raconter, s'est trouvé en Tchécoslovaquie, et vous expliquera pourquoi. Et Nicolas Winton vient et se rend compte très vite, il est visionnaire, il se rend compte très vite que les Juifs sont en danger, et que les enfants juifs sont en danger. Et il va tout faire pour organiser des trains, et même des avions, pour faire venir des enfants juifs de Tchécoslovaquie en Angleterre. Il s'adresse à plusieurs gouvernements, dont les Américains. Les Américains refusent. Il faut toujours se rappeler que l'Amérique a fermé en 1938 ses portes aux réfugiés juifs d'Europe qui essayaient de partir. Par contre, les Anglais acceptent sur certaines conditions, et les Suédois aussi acceptent sur certaines conditions. Et Nicolas va faire, avec un groupe qu'il constitue, de volontaires absolument extraordinaires, avec sa mère qui l'aide beaucoup à Londres, il va organiser le passage de ses enfants. Donc c'est très compliqué, il faut obtenir des visas, il faut payer les visas, il faut payer le voyage, il faut trouver, surtout c'est la condition mise par les Anglais, des familles d'adoption en Angleterre. Et il va, en quelques mois, en moins d'un an, il va réussir à faire passer en Angleterre 669 enfants. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui René Presquer, qui est le 426e enfant, c'est ça René ? Exact. C'est le 426e enfant, et il va nous raconter comment ça s'est passé. Il avait 9 ans à l'époque. Et Nicolas Winton a eu un énorme regret, et pas que lui, c'est qu'il avait organisé un dernier train, un train fantastique, qui emmenait 250 enfants, qui devait partir le 3 septembre 1939 de Prague pour traverser l'Europe et arriver à Londres. Et le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le lendemain, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, et toutes les frontières se ferment. Ce train ne partira jamais. Les 250 enfants de ce train seront tous arrêtés et exterminés. Et je laisserai parler Nicolas de sa maman. Nicolas Winton, après, s'engage, évidemment, il est engagé, il est mobilisé dans l'armée anglaise. Il va passer toute la guerre en Angleterre, à se battre. Et après-guerre, il va continuer sa vie, mais il ne va jamais parler de cette aventure. Et il va rester totalement anonyme, méconnu, jusqu'en, je crois, 1988. 1988. Ah, oui. Et par contre, tous les enfants qui ont été sauvés par lui, les 669 enfants, ont été adoptés par les familles anglaises, ont eu une vie en Angleterre, après dans d'autres pays, aux États-Unis. Et René est en fait le seul survivant de ces 669 enfants qui vit en France. Donc nous avons vraiment une chance exceptionnelle de l'avoir avec nous aujourd'hui, parce que c'est un des seuls témoins de ce convoi, de ces sauvetages de 1938-39 qui est en France. La femme de Nicolas Winton va trouver sa serviette où il avait gardé tous ses documents. Et bouleversé par ces documents, on va aller voir la femme de Robert Maxwell, qui était un grand manac de la presse, spécialiste de la Shoah et de l'étude des génocides, et qui va décider que les journaux dont s'occupait Maxwell vont rendre publique l'histoire. Et il va rendre publique l'histoire de manière assez incroyable, parce qu'ils vont inviter Nicolas Winton à venir à une émission à la télévision pour parler de ce qui s'est passé. Et le public autour de lui, c'est tous les enfants qu'il a sauvés. Donc c'était très très émouvant. Et à partir de là, Nicolas Winton devient bien connu. Un certain nombre d'hommages lui sont rendus. Il est fait citoyen d'honneur de Prague. Il est anobli, donc il devient noble en 2003 par la reine Élisabeth d'Angleterre. Et quand il décède, le Premier ministre anglais dit « Le monde a perdu un grand homme, nous ne devons jamais oublier l'humanité dont a fait preuve Sir Nicolas Winton en sauvant tant d'enfants de la Shoah ». Dernier point sur Nicolas Winton, il n'a pas été fait juste parmi les nations par l'État d'Israël, parce que même s'il était élevé dans la religion anglicane, étant de père et de mère juive, père juif et de mère juive, il était considéré comme juif, et les juifs qui sauvent des juifs ne peuvent pas être considérés juste parmi les nations. C'est seulement une reconnaissance, la plus haute décoration de l'État d'Israël, il faut toujours le dire. Juste parmi les nations n'est attribuée qu'aux non-juifs qui ont sauvé un ou plusieurs juifs.
Et dernière chose, les 669 enfants que Nicolas Winton ont sauvés ont eu aujourd'hui une descendance de 5000 descendants. Donc il a sauvé 5000 vies. Et au-delà de votre vie qu'il a sauvée, René, aujourd'hui, il a sauvé la vie de vos enfants, petits-enfants qui sont dans la salle. Et donc il faut lui rendre hommage. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bon. Je vous remercie. Merci. Merci. Je m'appelle René. Oubliez mon nom de famille. Je suis connu en tant que René ici parce que j'ai eu le plaisir de... merci, oui. Parce que j'ai eu le plaisir de jouer au bridge dans la partie réservée. Je vais écourter un tout petit peu ce que j'avais prévu parce que vous avez bien expliqué le début. Je vais juste dire que, avant de vous parler de ma vie et de mon expérience, je pense que nous devons faire un tout petit peu de géographie. La Tchécoslovaquie est une création suite à la guerre de 14-18. Après la guerre, les diplomates ont tout bêtement... Oh ben je peux m'approcher, non, ça suffit, ça va. Est-ce que c'est mieux comme ça? Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler au micro. Bon, la Tchécoslovaquie était donc une création d'après la guerre 14-18. C'est une création où des diplomates, un peu comme des Legos, ont pris des petits morceaux de l'Empire allemand et de l'Autriche, et puis ils les ont ajustés. De ce fait, il y a donc eu une partie de ce Lego qui était slovaque, une partie qui était tchèque et une petite partie qui était allemande. Cette petite partie qui était allemande, c'est toute la partie qui a une frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Cette petite frontière, j'ai donné quelques cartes aux enfants pour qu'ils le suivent. S'ils regardent bien, ils vont voir d'un côté une tache assez jaune qui est l'Allemagne, et cette Allemagne elle est séparée d'un autre pays qui est la Tchécoslovaquie. Et juste pour les petits enfants qui sont là, je voudrais bien dire qu'une frontière, c'est une limite entre deux pays. C'est ce qu'on appelle une frontière, c'est qu'on ne peut pas traverser d'un pays à l'autre sans passer par cette frontière. Cette frontière était abolie par l'annexion de 1938, je crois, de l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie. Ce qui est important là, en le disant, c'est que les enfants comprennent bien, et c'est à eux que je pense, qu'une frontière est vraiment quelque chose qui limite la possibilité et les lois d'un endroit à un autre.
je continue dans ce même sens en vous disant qu'il est évident qu'aujourd'hui, avec l'Europe, cette histoire de frontières a beaucoup moins d'importance. Par contre, elle a beaucoup d'importance dans le Moyen-Orient. C'est pas du tout ce que j'avais écrit. Désolé. Bon. Merci. Bon. Je dois être par là quelque part. Merci. Il est également important, je parle toujours pour les enfants, de vous rendre compte que les distances qui existaient à l'époque dont je vous parle, donc à l'époque de 1938, au fait, pour les enfants, sachez que vous êtes jeunes, vos parents qui ont 40 ans à peu près sont un tout petit peu plus âgés. Vos grands-parents qui ont à peu près 60 ans sont presque tous à la retraite. Mais les arrière-grands-parents, eux, ils sont vraiment loin, loin, loin. C'est mon cas. C'est important pour vous les enfants parce que lorsque je vous parle de l'époque de 1938, c'est vraiment une autre époque en ce qui vous concerne. C'est une époque où nous n'avions pas des montres connectées, il n'y avait pas de téléphone dans la poche, et si vous vouliez aller d'un pays à l'autre, par exemple pour aller de Londres à Prague, il fallait prendre un train et ça prenait un jour et demi, quoi. 30 heures, 34 heures. L'avion était quelque chose qui était rare. Et très peu de gens ont eu la possibilité de prendre un avion. Moi, oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance que ma mère m'inscriva sur une liste de gens, d'enfants, qui pouvaient quitter la Tchécoslovaquie pour aller vivre en Angleterre. J'étais dans un avion, le seul que Nicolas Vinton a pu prévoir. J'étais le seul. Parmi les 20 enfants, je crois que nous étions 20. Donc j'étais probablement un des plus âgés. Et nous sommes partis de Prague le 14 mars 1939. Vous venez de leur expliquer que le 15 mars, c'était non pas l'annexion, mais carrément l'entrée en guerre de l'Allemagne en Tchécoslovaquie. C'est important cette histoire de 14-15, pour moi en tout cas, parce que le 15 mars, je pense qu'il n'y avait plus d'avions entre Prague et l'Angleterre. Sachez en plus... Ah, Il faut mettre votre menton dessus. voilà. Comme ça. C'est encore mieux? Excusez-moi si j'ai vraiment pas l'habitude de ça. Non mais levez-vous. Voilà. Le micro dessous. Voilà. Non, dessous le menton.
Voilà. C'est bien. Vous voyez les enfants que même lorsqu'on est vieux, on apprend. Toujours. Bien. Bon, je vais... Bon. Ah oui, merci. Je dois ma vie à 3 personnes différentes. Il y a d'abord ma mère. Après ça, il y a Nicolas Winton. Et après ça, il y avait une famille en Angleterre qui a bien voulu m'accueillir. Sur Nicolas Winton, je ne vous en parlerai pas, ou très peu. Simplement parce que vous venez de leur expliquer qui était Winton et ce qu'il a fait. Pardon? Encore, c'est encore mieux? Si ça ne marche pas, Vous ayez la tête au-dessus du micro. Bon. C'est effectivement contre-intuitif. Vous avez le micro sous le menton. Non, pas sur les lèvres, sous le menton. Comme ça. Voilà, vous parlez normalement. Vous oubliez le micro. Est-ce que ça va comme ça? Ça va très bien. Oui, je ne vous parlerai pas de Winton, simplement parce que vous avez... Je vais mettre celui-là. Je crois que celui-là est mieux. Voilà. C'est mieux comme ça? Celui-là est mieux. Bon, je ne vous parlerai pas de Winton simplement parce que vous l'avez bel et bien expliqué, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Je voudrais juste dire une chose que vous avez omis. C'est qu'en 1939, aller de Londres à Paris, et de Londres à Prague surtout, c'était un vrai exploit. Je vous ai dit que par train, il fallait bien 1 jour et demi. Par avion, il n'y en avait pas beaucoup. Le téléphone, oui, on pouvait téléphoner, mais ça allait de standard en standard. Autrement dit, c'était aléatoire et ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et j'insiste de nouveau vis-à-vis des enfants, parce que c'est eux que je pense, il y avait une grande différence entre ce qu'on pouvait échanger à cette époque-là et ce qu'on peut échanger aujourd'hui. Aujourd'hui, pour échanger, c'est tellement facile, tandis qu'à l'époque, c'était vraiment un exploit. Et c'est une des raisons pour laquelle des pays étaient ignorants de ce qui se passait à droite ou à gauche. Oui, merci. Je suis né à Paris et mes premières années, je les ai passées j'ai quitté donc Paris lorsque j'avais à peu près 2 ans avec ma mère et nous sommes allés vivre à côté d'une petite ville en Tchécoslovaquie qui en tchèque s'appelle Žatec et en allemand Zác. Zác, ça s'écrit Z2AS. Si quelqu'un a envie de le voir par la suite et s'intéresser. J'ai donc vécu sur une ferme qui appartenait à mes grands-parents maternels. Ma mère, à l'époque, sur cette ferme, était une femme très active. Elle avait vécu à Paris, donc c'était une femme qui était ouverte, qui parlait le français, qui parlait, je crois, un peu d'anglais. Et qui avait vraiment une expérience de la vie. Quelques années plus tard, donc à peu près en 34-35, mes grands-parents maternels ont disparu. Ma mère donc était obligée de se loger à Zác. Ce qui est intéressant pour moi,
Et les seuls souvenirs réels que j'ai de Zatz, c'était... voyons où je suis, je l'ai écrit quelque part. Non, ça je... Ah oui, non, ça, je vous ai laissé le soin de le dire. Donc, ce dont je me souviens de Zatz, de l'appartement où nous étions, c'est que de ma fenêtre, on était dans un immeuble qui donnait sur un terrain vague. C'était déjà à l'époque, vous voyez, il y avait des problèmes de logement. Donc, j'ai donné sur un terrain de vague et tous les dimanches matins, je voyais des petits-enfants à peu près de votre âge, là, les petits, les bientôt grands. Je les voyais de ma fenêtre, il y avait 200 peut-être, une cinquantaine, centaine, 200, qui, sous les ordres de quelques messieurs ou hommes, se marchaient au pas, faisaient des exercices, je ne dis pas militaires, mais en tout cas qui étaient manifestement encadrés. Ça, je m'en souviens. La deuxième chose dont je me souviens, c'est que à l'école, pour une raison tout à fait inconnue pour moi, il y a deux camarades qui m'ont coincé dans un couloir et qui m'ont mis un peu de poivre dans les yeux. Bon, c'est secondaire. C'était peut-être pas secondaire pour ma mère. Je pense que c'est ce poivre dans les yeux qui était la goutte d'eau et qui a fait que ma mère a quitté Prague, a quitté Zatz pour aller se réfugier à Prague. Lorsque je dis ça, la goutte d'eau, je veux dire par là que ma mère, qui, comme je vous l'ai dit, était parfaitement lucide de ce qui se passa, a décidé qu'une vie de juif était impossible à Zatz. Je crois qu'il est important de vous dire que la population autour de Zatz, donc dans ce qu'on appelle le Sudetenland, était germanophone. Et de ce fait, elle était très hostile aux Juifs. Et c'est en 1938, au moment où l'Allemagne a annexé la partie allemande de la Tchécoslovaquie, ce que vous venez d'expliquer, que la haine du juif pouvait s'exprimer. Et ma mère a donc senti cela, et c'est pour ça que nous sommes partis nettement avant 1938, nous réfugier à Prague. Excusez-moi René. Oui. Là, je pense que c'est très important de souligner le courage et la lucidité de votre mère. Ce que vous m'avez expliqué, c'était en 1936-1937 qu'elle déménage à Prague. Donc c'est avant que les Allemands annexent les Sudètes où vous habitiez. Ah oui. Donc elle a compris que cette région, en cas justement d'annexion par les Allemands, devenait dangereux et qu'il fallait quitter cette partie allemande de la Tchécoslovaquie pour aller à Prague. Absolument. Et vous aviez 7 ans. Non, j'avais à peine, j'avais 6 ans. 6 ans. Oui, je pense que j'avais 6 ans. C'est exactement ça. C'est que
Ma mère était une des rares personnes qui avait compris le danger qui menaçait. Bien sûr, elle ne pouvait pas se rendre compte qu'il allait y avoir déportation et massacre, mais elle savait que quelque chose allait se passer. Donc, elle a pris les précautions adéquates. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est pourquoi est-ce que ma mère a eu le courage extraordinaire de... Peu importe. Je vous cite de tête quelque chose que j'ai écrit. Oui, vous pouvez vous poser la question, c'est pourquoi est-ce que ma mère a eu la lucidité de m'inscrire sur une liste de Nicolas Winton pour quitter la Tchécoslovaquie et aller à Prague, aller en Angleterre. Dites-vous bien que pour une mère, prendre ce risque d'envoyer son enfant dans un pays étranger sans avoir la certitude de pouvoir le revoir, c'est quelque chose de héroïque, extraordinaire. Et l'ensemble des mères, des 669 enfants que Nicolas Winton a pu sauver, sont des véritables héroïnes. Je suis persuadé que c'est ce souvenir que ces mères avaient leur ont permis d'affronter la mort dans les camps avec peut-être un peu de soulagement, parce qu'elles savaient que leur enfant était sauve ailleurs. Je crois que c'est vraiment très important. En tout cas, important de l'exprimer. Je crois que vraiment, ces 669 mères étaient, à mon avis, exceptionnelles, dont la mienne. Où est-ce que j'en suis, peu importe. Oui, alors donc j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir prendre le premier et je pense le seul avion que Nicolas Winton a pu obtenir pour aller de Prague en Angleterre. De nouveau, ce que je voudrais vous parler, c'est le jour, enfin, c'était même pas le jour, c'était l'après-midi où ma mère m'a amené à l'aéroport pour la quitter. Et je me souviens que moi, j'étais collé à la fenêtre de la salle d'attente où je voyais des avions, où je voyais quelques avions, non pas des avions, il devait en avoir un ou deux, dans celui que j'allais prendre, et que ma mère, elle, m'a dit à un moment donné, viens à côté de moi, car par la suite, tu verras beaucoup d'avions, et c'est peut-être une chance pour nous de nous revoir. Je crois que ça aussi c'est important, et surtout pour les jeunes ici, qu'ils sachent qu'une mère est quelqu'un de très exceptionnel et qui est capable, en tant que femme, en tant que mère, de se sacrifier. Je ne sais pas où j'en suis. Très bien.
Vous voyez, heureusement que vous avez pu lire ce texte avant. Au moins, il y a quelqu'un qui le suit correctement. Non, vous n'avez rien oublié, René, je vous rassure. Bon. Peut-être même avant que vous continuiez. Pardon? Même avant que vous continuiez, avant que votre arrivée en Angleterre et votre famille d'adoption. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Nicolas Winton? Vous l'avez rencontré à ce moment-là? Non, Il personne. était avec vous dans l'avion? Ah, pas du tout, pas du tout. Non, ma connaissance, non. Cet avion, il y avait 20 enfants chanceux, dont j'étais chanceux, et je répète le mot chanceux. Des personnes pour vous accompagner? Non, il n'y avait personne. À ma connaissance, il n'y avait pas d'hôtesse ou rien du tout. Mais voyage accompagné. Bon, mais vous savez, prendre un avion de Prague à Londres, c'était pas exact. On prenait un avion, on allait jusqu'à la Hollande. Là, on reprenait de l'essence et de Londres, de la Hollande, on allait se poser à Croydon, en Angleterre. Donc vous voyez que même prendre un avion, c'était pas direct. Je me tourne vers les enfants de nouveau, les petits, les jeunes là, pour le fait comprendre que en 1938, un voyage en avion, c'était pas aussi évident que ça ne peut l'être aujourd'hui. Il y avait pas de confort dans l'avion, il n'y avait pas d'hôtesse, il n'y avait pas de boissons distribuées. Oui, alors donc je suis arrivé en Angleterre sur un aéroport qui s'appelle Croydon. Pour la petite histoire, Croydon était un aéroport qui est devenu un aéroport militaire et qui était un des principaux aéroports lors de la bataille entre l'Allemagne, lors de la bataille aérienne entre l'Allemagne et l'Angleterre. Et je crois que Nicolas Winton a travaillé, enfin était militaire, faisait partie des gens qui s'occupaient de l'aéroport et des avions. Ce qui est important, je vais sauter un tout petit peu pour laisser le temps à des questions. Ce qui est important, c'est de savoir qui allait me recevoir, qui était la famille qui allait s'occuper de ce petit juif qui arrive comme ça, un tout petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. J'ai été reçu par une famille dont le père était le vicaire d'un petit bourg. Le pasteur. Le pasteur. Oui, le pasteur à l'époque, je vous parle toujours... Peut-être faut leur dire ce que c'est qu'un pasteur. Hein. Oui, c'est un rabbin chez les protestants. Oui, peut-être pas tout à fait. Ah bon. Peut-être, non, peut-être pas tout à fait. Alors expliquez-nous, René. Oui, à l'époque, si vous voulez, le rabbin faisait un tout petit peu la même fonction que le curé faisait en Belgique dans un petit village. N'oubliez pas que là, dans un petit village, à l'époque, en 1938, il y avait 2 personnes qui avaient des voitures et je crois qu'il y avait 3 téléphones. Il y avait 2 téléphones
qui était chez des particuliers et le téléphone qui était à la poste. Donc, le vicar, il faisait fonction non seulement de guide spirituel, mais il faisait également fonction de l'homme sage du village. Et c'était vers lui que les villageois s'est tournés. Et c'était lui qui devait être un tout petit peu comment dirais-je, le guide pour l'ensemble de ces villages. Donc ça c'était ce que faisait M. Vénère. Mais ce qui était, je pense, qui était le plus important, je raccourcis un tout petit peu, je crois que ce qui était le plus important, c'est la façon dont M. Vénère s'occupa de moi. En tant que curé du village, son rôle était de baptiser les gens. Il baptisait tous les petits-enfants qui naissaient. Et il y avait une pression autour de lui pour que le petit juif qui était arrivé devienne protestant. Eh bien, M. Vénère a refusé. Je voudrais vraiment insister sur le mot « refuser ». Il a refusé toute pression. Il m'a laissé le choix de choisir la religion que je voulais. Et non seulement ça, mais 1 ou 2 fois par an, il m'accompagna dans une synagogue à peu près à 30 km, c'est-à-dire que c'était une expédition. Il fallait prendre l'autobus, passer une demi-journée. Il m'a amené à peu près 2 fois par an dans une synagogue, et je crois que c'était certainement pour Kippour et pour Pécha. Je crois que l'exemple extraordinaire de M. Vénère, de laisser le choix, non seulement le choix, mais de laisser l'enfant grandir comme le souhaiteraient ses parents, sa mère, était vraiment exemplaire. C'est quelque chose une tolérance exceptionnelle qui devrait être universelle. En tout cas, c'était vraiment un exemple extraordinaire d'humanité. Et j'ai donc eu la chance d'avoir Nicolas Winton, avec son humanité, qui a permis aux enfants juifs de quitter l'enfer qui allait se passer. Mais j'ai également eu la chance d'avoir un homme qui avait le même type de qualité, une humanité et une tolérance exceptionnelle. Je crois que c'est quelque chose. Je crois que cet homme était vraiment un exemple pour tout le monde. Je pense que je peux raccourcir Non, et vous avez tout parole. Vous avez tout dit, René. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez tout dit. Alors moi j'aurais juste une question avant de donner des questions dans la salle, et je vous demanderai quand vous posez vos questions de vous lever, de parler fort, et je répéterai la question pour que l'enregistrement qu'on a et ceux qui nous suivent en Zoom à distance puissent comprendre la question.
Ma question est la suivante, elle est assez simple. Vous avez évoqué 3 figures héroïques qui vous ont sauvé la vie. Exact. Votre mère. J'aimerais Exact. que vous nous disiez le prénom de votre mère. Hannah, Anna. Anna et son nom de famille de jeune fille. la jeune fille Al-Choul. Anna Alchou. Donc Anna Alchou vous a sauvé une première fois la vie. J'aimerais qu'on revienne à elle. Après Nicolas Winton et après le pasteur Vénère. Exact. Qu'est-ce qui est arrivé à votre mère après que vous soyez parti? Ah, bon, elle a donc vécu à Prague. Je vous parle de ce que je sais. Hein. Elle a donc vécu à Prague jusqu'en 42, je crois, où elle était déportée. Mais avant ça, vous m'avez expliqué qu'elle avait un visa pour venir en Angleterre. Ah, oui, effectivement. La femme, et ça, de nouveau, c'est extraordinaire. C'est que dès que je suis arrivé en Angleterre, M. Vénère et son épouse, Madame, ils avaient reçu une lettre de ma mère. Je ne sais pas comment ils ont échangé l'adresse, mais enfin. Et ma mère a exprimé donc le désir de quitter la Tchécoslovaquie. Ils se sont immédiatement occupés d'essayer de lui trouver un visa. Et elle a eu ce visa. Ma mère aurait pu quitter la Tchécoslovaquie pour venir me retrouver en Angleterre en 1939. Elle a eu ce visa juste après le 1er septembre 1939. Et donc, elle a reçu un bout de papier qui n'était plus valable. Mais ce que je voudrais dire là, bon, c'était la malchance. Mais ce que je voudrais de nouveau dire là, c'est la façon exceptionnelle que la famille anglaise a fait pour sauver ma mère. Est-ce que j'ai répondu? Oui, et après, qu'est-ce qui est arrivé à Anna? Alors donc, d'après ce que je sais, d'après le papier officiel que mon père a reçu de la part des autorités tchèques après la guerre, ma mère était déportée à, je crois que c'était Riesenstadt, mais je ne suis pas certain, en 1942. Et puis en 1943, il y avait un convoi qui l'amenait en Pologne. Et là, évidemment, elle était assassinée. Tout à fait. Je vous remercie. Donc, j'aimerais prendre des questions dans la salle. N'hésitez pas à poser des questions à René. Madame, levez-vous s'il vous plaît et puis dites votre nom et parlez fort. Oui. La question, est-ce que vous avez évoqué votre père qui avait reçu des papiers? Est-ce que vous l'avez revu, votre père? Non, c'était ma mère qui avait reçu les papiers. Hein. Oui, non, mais après la guerre, vous dites que votre père a reçu des papiers. Oui, après la guerre, donc j'ai donc quitté l'Angleterre, j'avais 16 ans. Je suis venu retrouver mon père qui était à Paris. Et c'est bien sûr lui qui avait reçu l'ensemble des documents officiels concernant ma mère, sa mort. Est-ce que j'ai répondu correctement? Oui. Ça vous suffit comme... Alors, si vous voulez, exprès, je n'ai pas parlé de ma vie, familiale et les problèmes qu'il y avait entre mon père, ma mère, les grands-parents, enfin tout ça c'est un tout petit peu compliqué. Je voudrais juste dire une chose, que le divorce
entre mon père et ma mère n'était pas une question d'amour. Je crois que, j'en suis même certain, ils continuent à s'aimer tendrement, mais il y a eu un problème plus ou moins provoqué par les grands-parents. Donc, oui, c'est peut-être important ce que vous venez de poser comme question, parce que à l'époque, les Azats, enfin dans le contexte juif de l'époque, il est évident que un couple de jeunes pouvait s'aimer, mais c'était les parents qui décidaient et qui arrangeaient les mariages. Donc, votre question est pertinente, mais je ne voudrais pas trop en parler. Voilà. Peut-être je vais poser une question avant d'en Oui. prendre une autre. Donc en 1988, vous apprenez, comme tous les rescapés des convois de Winton, que le nom de votre sauveur, parce que vous ne saviez pas forcément le nom de votre sauveur, Nicolas Winton, est-ce que vous l'avez rencontré? Non. Vous ne l'avez pas rencontré? Non. D'accord. Vous avez échangé avec lui ou avec... non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et avec d'autres enfants qui étaient dans ce convoi, est-ce que vous avez gardé des liens? Aucun. Tout d'abord, je pense que j'étais le seul qui se trouva en France. Oui. Deuxièmement, je pense que j'utilise un tout petit peu si on veut vivre heureux, on vive caché. Et donc, même lorsque j'ai appris qu'en Amérique, il y avait une association Nicolas Winton, je ne me suis pas inscrit dans cette association. Par la suite, j'ai eu des contacts. J'ai donc rencontré une équipe de cinéastes qui ont voulu faire, je pense que c'était il y a peut-être une quinzaine d'années de ça, qui ont voulu faire un film sur Nicolas Winton et qui m'ont demandé de faire un petit speech. Ce que j'ai fait, il y avait eu une rencontre à la Shoah, et c'est là où j'ai effectivement parlé de mon expérience, mais avec beaucoup moins de détails que ce que je vous ai donné. Merci. Oui, mademoiselle. Oui, avez-vous? Mademoiselle demande si vous avez participé à l'émission à la BBC, ou je ne sais pas quelle chaîne anglaise, où Nicolas Winton a retrouvé les enfants. Non, effectivement, non. Je ne sais pas s'il savait où j'étais. Oui, Julieta. Donc, question de Julieta, qu'est-ce qui a motivé qu'après beaucoup d'années de silence, vous ayez accepté de témoigner? Quelle est dure votre question. Mais je vais essayer de répondre avec une certaine honnêteté. Il est facile de botter en touche. Plusieurs choses. La première,
c'est que j'ai donc vu le film Ma vie. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est exceptionnel ce film. Et j'ai vu ce film avec un de mes petits-enfants. Ce petit enfant m'a obligé de revoir un certain nombre de documents que j'avais, y compris l'ensemble des documents officiels concernant la mort de ma mère. Et également, il y avait 2 petites lettres qui venaient, que j'ai reçues de la part de ma mère dans les années 40-42, par là. Donc ça m'a perturbé. Et donc, je me suis rendu compte qu'à 94 ans, j'étais parmi les rares survivants de l'époque de Nicolas Winton. Et je me suis rendu compte que je devais, au souvenir de Nicolas Winton et par honnêteté vis-à-vis du MGLF que je connaissais, de témoigner. Mais je l'ai fait, au début, je l'ai fait avec, au début, j'hésitais beaucoup. Effectivement, Julieta, j'hésitais beaucoup. Est-ce que j'allais exposer ma vie personnelle? C'était difficile. Je voudrais dire une chose là. Il est effectivement exact que M. Venner m'a laissé le choix de religion. Donc, je n'ai pas pris une religion autre. Par contre, je n'ai pas suivi la religion juive. Je veux dire par là, je n'ai pas suivi la côté religieux. Par contre, par intérêt personnel, je pense connaître correctement l'ensemble de l'histoire du pays qui s'appelait à l'époque Juda. Et depuis la création de ce pays Juda jusqu'au moment de l'annéissement de Jérusalem par les Babyloniens. Et donc, oui, c'est peut-être ces divers souvenirs qui ont fait que je me suis exposé. Est-ce que j'ai répondu correctement? Oui, oui, tout à fait. Il y avait une question d'avant. Alors, vous d'abord et puis madame après. Allez-y. Est-ce que vous êtes encore en lien avec la famille Venner en Angleterre? Ah oui, oui et oui. À un tel point qu'aujourd'hui, la famille Venner me considère comme le patriarche. Donc, un des enfants, un des enfants de ce garçon qui avait mon âge chez à Venner, elle s'appelle Hélène, est venue me retrouver dernièrement avec son époux.
Et puis c'est elle qui a édité un petit article me concernant sur le journal local de Stroud, que je crois que vous avez vu, enfin, où Oren l'a. J'ai beaucoup, oui, donc oui, je suis très attaché, et puis eux sont également attachés à moi. Est-ce que, Oui. est-ce qu'il y a, Il y avait une question là-bas, madame. Plus fort, mettez-vous. Voilà, il a répondu. Madame? Quels événements? D'accord. Alors, René, la question est la suivante. Quel regard portez-vous sur l'augmentation très forte dans nos sociétés occidentales de l'antisémitisme depuis quelques années et encore plus depuis le 7 octobre? je vais essayer de répondre avec une certaine honnêteté. Votre question est très difficile pour moi. Je crois que toute montée de l'extrémisme est un danger. À partir du moment où vous avez des extrémistes, l'extrémiste n'a plus la faculté de raisonner. Donc, ces extrémistes ne font que répondre à, comment dirais-je, à des slogans qui leur sont dictés par pas une certaine comment vous dirais-je, pas une certaine nombre de personnes qui ont un intérêt à cela. Donc oui, l'antisémitisme est quelque chose qui devient très, très, très important. D'autant plus que maintenant, l'antisémitisme n'est pas uniquement un problème de juifs, de religion, mais est devenu un problème politique qui touche l'ensemble du Moyen-Orient. Donc votre question est... J'ai beaucoup de mal à répondre sans entrer dans une question qui est purement politique. Alors, on va prendre encore 2 questions, madame. Oui, alors, mademoiselle, levez-vous. Nicolas Winton? La question est de savoir si Nicolas Winton, comme il était juif, a été persécuté et quelle a été sa guerre. Alors, Nicolas Winton n'a pas été persécuté, il était en Angleterre, il était rentré dans l'armée de l'air et je crois qu'il travaille, enfin il était sur l'aéroport de Croydon et je crois que c'est lui qui était parmi les gens qui s'occupaient des avions qui ont fait la bataille aérienne entre l'Allemagne et l'Angleterre, et que grâce à cette bataille que les Anglais ont gagnée, ils ont également gagné la possibilité d'éliminer l'aviation allemande.
Est-ce que ça te convient comme question? Est-ce que ça te convient comme réponse? Coucou. Mademoiselle. Alors, c'est une très très bonne question. Quels en fait ont été vos sentiments quand vous avez été emmené en Angleterre en mars 1939? Est-ce que vous étiez heureux d'être sauvé ou est-ce que vous aviez peur d'être séparé de votre mère et d'aller dans une nouvelle famille, un nouveau pays? Bonne question. Non, j'avais pas peur du tout. J'étais entouré par une famille qui m'aimait, qui a fait en sorte que je sois élevé, éduqué par eux, dans l'amour, et comme un de ses enfants. Ainsi que je vous l'ai dit, l'ensemble de la famille anglaise me considère comme faisant partie de leur propre famille. De ce fait, le fait d'être séparé de ma mère ne m'a pas, j'allais dire, préoccupé. Je pense que tout enfant qui est séparé de sa famille et qui en même temps est entouré d'amour et d'affection par d'autres, et non pas par obligation, mais vraiment parce que cette famille le veut, lui donner de l'amour, je pense qu'à ce moment-là, cet enfant ne souffre pas de la séparation avec ses parents ou avec sa mère. C'est une question à laquelle, en dehors de moi, il faudrait peut-être poser à des psychiatres. Alors, les deux dernières questions. Allez-y. Alors la question est la suivante, c'est quand vous êtes arrivé en Angleterre, quand vous êtes fait des amis à l'école, des petits Anglais de votre âge, donc vous aviez 9 ans, est-ce que vous avez parlé de ce qui vous était arrivé ou vous le cachiez? Non, je ne les cachais pas, mais j'en parlais pas. Alors, à votre question, l'école en Angleterre où je suis arrivé, Marling School, c'était une école pour les garçons. Il y avait à l'époque, il y avait le lycée ou l'école pour les garçons, il y avait également l'école pour les filles. Donc, dans cette école, tout le monde était identique parce que nous avions tous les mêmes vêtements, un pantalon gris et un blazer, je crois, noir et bleu clair. Donc, on était tous identiques entre nous. L'école commença toujours dans un grand amphithéâtre où toute l'école y allait, depuis les plus petits jusqu'à y compris ceux qui étaient en terminale. Et le directeur de l'école faisait la prière. J'aurais pu, j'étais pas obligé d'y aller, j'aurais pu effectivement être dispensé de cette prière si j'avais voulu. Bon, je ne l'ai pas voulu. Quelquefois, j'arrive en retard et que je me trouvais dans une salle où on devait attendre jusqu'à ce que la prière soit finie. Mais non, je n'ai rien fait ni pour ni contre. Et la question de religion n'était franchement pas une question qu'on soulevait.
Dernière question, madame. Bonjour. Donc la question, je dois la répéter pour nos téléspectateurs à distance. C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez pu discuter avec la famille Vénère, avec le pasteur Vénère, pour savoir quelles étaient ses motivations dans le souhait de vous accueillir et de devenir votre nouvelle famille? Non, j'en ai pas parlé de ça. Par contre, je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être vous faire comprendre ce que c'est une famille croyante. À la mort de M. Vénère, donc c'était en 68, j'étais le seul des garçons qui a pu assister à son enterrement. Les deux garçons, donc John et Andrew, étaient en mer parce qu'ils étaient marins. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas venir à l'enterrement. Et moi, je suis donc venu de Paris à Randwick pour l'enterrement. Ce qui est extraordinaire, c'est que Madame Vénère, donc son épouse, était habillée avec une petite robe d'été, colorée, elle maquillée, et dans le corbillard qui nous amena de l'église jusqu'au crématoire, c'était joyeux. Et j'ai posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est joyeuse? Elle m'a répondu, parce que George va retrouver son maître. Donc voyez-vous, c'est une famille qui était croyante, mais qui n'a pas montré, enfin, elle était croyante, mais elle n'était pas, elle n'exprimait pas. Par contre, elle a vécu sa croyance. Est-ce que c'est une réponse correcte pour vous? Non, mais... Oren? Ah non, pour Oren, c'est pas possible. Vas-y, Oren. Une dernière question, c'est surtout à destination des enfants. Avec l'histoire incroyable que vous venez de nous raconter et toutes les questions auxquelles vous venez de répondre, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez transmettre à nos jeunes qui sont présents ce matin? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de toute cette histoire et de l'humanité dont vous avez bénéficié pendant toutes ces années et qui vous a permis d'être ici avec des membres de votre famille et nous? Donc la question d'Oren, c'est que souhaitez-vous transmettre aux enfants du Talmud Torah de Judaïsme en mouvement? Plusieurs choses. Non, mais c'est de nouveau une question avec laquelle il est très facile de botter en touche. Plusieurs choses. La première, c'est qu'une religion, c'est un mode de vie. C'est une question de morale. Il y a si vous voulez, vous avez la réponse à ça dans une des prières qu'on récite au moment de Kippour, où on explique tout ce qu'on peut et tout ce qu'on a pu faire
contre la volonté de Dieu. Donc c'est une leçon de morale et c'est une des réponses. Donc je souhaite que les enfants aient une certaine, qu'ils aient cette croyance, cette morale qu'ils suivent. La deuxième chose que je voudrais leur transmettre, c'est que tout extrémisme, quel qu'il soit, donc quelle que soit la nature, est dangereux. Et là, je reviens un tout petit peu à une des questions de tout à l'heure. L'extrémisme qui se trouve actuellement au Moyen-Orient, quel qu'il soit, dans quelle que soit la direction, est dangereux. Et je souhaite que les enfants comprennent que tout extrémisme doit être aboli, quel qu'il soit. Ce qui est extrême est, à mon avis, mauvais. Je voulais juste, à nouveau, parce que je sais que le temps, c'est quelque chose de précieux, vous remercier, René, François, d'avoir pris ce temps pour nous ce matin. Je voulais vous remercier au nom du conseil d'administration du Judaïsme en mouvement, qu'il est très très important pour nous de vous avoir avec nous, et que je pense qu'on va tous vouloir sortir en voulant être votre petite fille ou votre arrière-petite fille. Voilà, merci beaucoup.